Bonjour, c'est Lina de Legal Place. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fiscalité d'une entreprise. Le choix du mode d'imposition le mieux adapté est un vrai casse-tête pour les chefs d'entreprise parce que ce mode d'imposition peut avoir un impact sur le fonctionnement de l'entreprise. En effet, une priorité pour toutes les entreprises tout juste créées est de limiter le montant des charges qui sont dues par l'entreprise au titre des impôts, de la sécurité sociale. Donc il est important de limiter le plus possible le montant des dépenses afin d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise tout au long de sa vie et d'assurer son bon fonctionnement dès le début afin qu'elle puisse garantir sa pérennité pour les années suivantes. Dans cette vidéo, je vais vous parler des deux modes d'imposition principaux pour une entreprise et je vais vous détailler aussi les autres impôts dont est redevable une entreprise en cours de vie sociale. Si vous souhaitez créer votre entreprise mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, pensez à Legal Place. On a déjà accompagné plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la création de leur entreprise, du coup on sait parfaitement comment s'y prendre. Toute entreprise, quel que soit son régime juridique, doit payer des impôts sur le résultat fiscal qu'elle réalise au cours d'un exercice social. Pour les sociétés, la base d'imposition qui va être utilisée est le résultat fiscal de la société, réalisé en cours d'exercice social. Il s'agit du chiffre d'affaires qui correspond aux recettes générées au cours de l'activité et qu'on va diminuer d'un certain nombre de charges qu'il est possible de déduire de ce résultat fiscal. En principe, les sociétés, et en particulier les sociétés commerciales, sont soumises d'office au régime de l'impôt sur les sociétés. Elles disposent toutefois d'un droit d'option pour le régime de l'impôt sur le revenu au cours de leurs 5 premières années d'activité et pour une durée maximale de 5 ans. Parlons tout d'abord donc du régime de l'impôt sur les sociétés. Lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés, son résultat fiscal est déterminé en soustrayant un certain nombre de charges du chiffre d'affaires et donc du résultat fiscal de l'entreprise. Afin d'être déductible, il faut que ces charges répondent à un certain nombre de critères. Il faut qu'elles soient en lien direct avec l'objet social de l'entreprise et qu'elles soient engagées dans le but d'accroître le chiffre d'affaires de l'entreprise. Il faut également qu'elles se rattachent à une gestion normale de l'entreprise et donc qu'elles ne soient pas fictives ou excessives. Elles doivent également être comptabilisées dans l'exercice social auquel elles sont imputées. Donc ça signifie qu'une charge ne va pouvoir être déduite du résultat fiscal de l'année 2022 que si elle a été engagée pour l'exercice social 2022. Il ne faut pas qu'elle soit la contrepartie d'une immobilisation, c'est-à-dire un actif de la société qui va servir l'activité de façon durable. Il faut également qu'elle soit appuyée par un certain nombre de pièces justificatives, c'est-à-dire des factures, des devis, etc. Et enfin, il ne faut pas qu'elle soit exclue du résultat fiscal par un texte de loi. C'est notamment le cas des impôts, par exemple. On ne va pas pouvoir déduire le montant des impôts payés du résultat fiscal. On peut citer comme exemple de charges déductibles l'achat de matières premières, les intérêts rémunérant les avances en compte courant d'associés, les frais professionnels, les frais de publicité, les frais de repas, etc. Certaines dépenses ne sont toutefois pas déductibles. C'est le cas notamment des dépenses considérées comme luxueuses ou alors la taxe sur les véhicules de société, la taxe professionnelle, etc. C'est les impôts, comme je l'ai précisé juste avant. Une fois que le résultat fiscal est déterminé, son montant va être soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés qui est fixé à 25% depuis le 1er janvier 2022. Il est toutefois possible de bénéficier du taux réduit à 15% sur la part du résultat fiscal inférieur à 38 120 € dès lors que la société remplit les conditions des petites et moyennes entreprises. Si le résultat fiscal n'est pas positif mais négatif, on considère que l'entreprise a réalisé un déficit. Ce déficit est imputable sur les 10 exercices sociaux suivants et contribue à diminuer le montant des impôts dus par la société. Toutefois, lorsque la société réalise un déficit, il n'est pas possible de verser des dividendes aux associés. En effet, il est indispensable que le déficit soit comblé pour que la société commence à verser des dividendes à ses associés. Il faut également que la réserve légale constituée par le versement d'un minimum de 5% des bénéfices distribuables jusqu'à ce qu'elle constitue 10% du montant du capital social. Il faut que cette réserve légale soit constituée afin que la société puisse commencer à verser des dividendes à ses associés. Le deuxième régime d'imposition du résultat fiscal, c'est le régime de l'impôt sur le revenu. Dans le cadre de l'impôt sur le revenu, le résultat fiscal est déterminé de la même manière que dans le cadre du régime de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire en déduisant certaines charges du résultat fiscal de l'entreprise, c'est-à-dire son chiffre d'affaires. Certaines charges ne sont toutefois pas déductibles du résultat fiscal dans le cadre de l'impôt sur le revenu,
comme la rémunération du gérant lorsqu'elle est soumise à cotisations et contributions sociales. Mais une fois que les bénéfices imposables sont déterminés, que le résultat fiscal est déterminé, ceux-ci sont distribués entre les associés au prorata de leur participation au capital social. Chaque associé doit du coup inscrire le montant des bénéfices distribuables qui leur incombent dans leur déclaration de revenus personnels dans la catégorie correspondant à l'activité de la société, c'est-à-dire les bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, pour une activité artisanale ou commerciale, les bénéfices non commerciaux BNC pour une activité libérale et enfin les BA, bénéfices agricoles, pour une activité à caractère agricole. Il incombe du coup à chaque associé de s'acquitter des impôts pour le compte de la société en même temps que ses impôts personnels au titre de l'impôt sur le revenu. La part des bénéfices imposables qui leur revient est alors incorporée dans leurs revenus globaux et soumise au barème évolutif de l'impôt sur le revenu. Lorsque la société réalise un déficit, celui-ci est imputable sur la déclaration de revenus personnels de chaque associé et contribue du coup à diminuer le montant de leurs impôts à titre personnel. Quel régime de TVA pour une entreprise? En principe, les entreprises sont soumises à la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée, au taux normal de 20%. Il est toutefois possible de bénéficier de taux réduits en fonction de la nature de l'activité exercée. Le taux normal de 20% s'applique à la plupart des produits ou services, mais par exception, la loi peut parfois prévoir des taux différents en fonction de l'activité exercée. Le régime de TVA applicable à l'entreprise va différer en fonction du montant de son chiffre d'affaires. On distingue 3 régimes différents. Il y a tout d'abord la franchise en base de TVA, le régime simplifié et enfin le régime normal. Donc tout d'abord, parlons de la franchise en base de TVA. Donc, en vertu de ce régime, l'entreprise ne s'acquitte pas de la TVA et ne la récupère pas sur ses ventes. Pour bénéficier de ce régime, il faut toutefois que son chiffre d'affaires demeure inférieur à certains seuils de chiffre d'affaires. En cas de vente de marchandises, ce seuil est fixé à 85 800 sur l'année N-1, ou alors à 94 300 sur l'année N-2, ou alors à 94 300 sur l'année N-1 et 85 800 sur l'année N-2. En cas de prestation de service, ce seuil est fixé à 34 400 sur l'année N-1 ou alors à 36 500 sur l'année N-1 et 34 400 sur l'année N-2. Le deuxième régime, c'est le régime simplifié. Sous le régime simplifié de TVA, l'entreprise s'acquitte de la TVA auprès de l'État en versant des acomptes tous les semestres et ces acomptes sont déterminés en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours des années précédentes. À la clôture de l'exercice, un ajustement est opéré en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur l'année écoulée. L'entreprise est soumise à ce régime lorsque son chiffre d'affaires est inférieur à 818 000 € en cas de vente de marchandises ou alors 247 000 € en cas de prestation de service. Il est aussi possible d'en bénéficier sur option lorsque l'entreprise est normalement soumise au régime de franchise en base de TVA. Et enfin, le dernier régime, c'est le régime normal. En vertu de ce régime, dès lors que l'entreprise dépasse les seuils du régime simplifié, elle doit tenir une comptabilité régulière et reverser la TVA chaque mois. Quels sont les impôts additionnels dont doit s'acquitter l'entreprise? Le principal impôt additionnel dont doit s'acquitter l'entreprise est la contribution économique territoriale. Il s'agit d'un impôt local que l'entreprise doit verser aux collectivités locales. Il est composé de 2 impôts. Tout d'abord, il est composé de la cotisation foncière des entreprises et ensuite de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Parlons tout d'abord de la CFE, de la cotisation foncière des entreprises. Il s'agit d'un impôt qui a pour assiette le patrimoine immobilier des entreprises. Elle est due par toute personne qui exerce une activité non salariée et à titre habituel en France. Pour déterminer la base imposable de la cotisation foncière des entreprises, il faut tenir compte de la valeur locative des biens utilisés par l'entreprise au titre de son activité professionnelle. Lorsque la base imposable est trop faible, la plupart du temps, les collectivités fixent un montant minimum et un taux minimum de cotisation. Il est toutefois possible de bénéficier d'une exonération temporaire de CFE. Et c'est notamment le cas des entreprises qui sont créées après le 1er janvier 2021. Il faut alors déclarer son exonération de la CFE au service des impôts des entreprises en remplissant un formulaire adapté. La deuxième composante de la contribution économique territoriale, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Toutefois, l'impôt n'est dû que lorsque ce chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 €. Dans tous les cas, elle ne concerne pas les entreprises au cours de leur première année d'activité. Le taux de cotisation normal est fixé à 1,5%. La base imposable tient compte de 2 éléments, le chiffre d'affaires de l'entreprise réalisé en cours d'exercice et la valeur ajoutée des entreprises. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur la fiscalité des entreprises. Si vous avez la moindre question à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter directement ou à nous laisser un commentaire. On se chargera d'y répondre dans les plus brefs délais. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Legal Place pour avoir les dernières actualités sur les formalités juridiques par Legal Place. C'était Lina de Legal Place, à bientôt.